J'ai le plaisir d'accueillir Irène Aboudaram et Marie Hansberger. Je ne me suis pas trompé, deux médecins du monde, donc qui travaillent sur une démarche communautaire en prison à Nantes. Donc je vais leur laisser maintenant la parole pour qu'elles présentent le projet en tant que tel. Vas-y. Alors on va essayer de faire court en présentation pour pouvoir échanger avec vous. Je m'excuse auparavant parce que je parle très vite normalement, donc là je vais faire un effort au moins au début, mais je garantis rien sur la durée. Donc on voulait commencer par vous expliquer pourquoi on a décidé d'intervenir en milieu carcéral et comment on a envisagé les choses avant de réellement entrer. La logique de Médecins du Monde, c'est de travailler avec les personnes concernées sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'accès aux soins et aux droits. Et dans la mesure du possible, d'essayer de le construire avec ce que nous, on appelle le droit commun, puisqu'à chaque fois, on s'exerce vraiment à ne pas se substituer au droit commun. On est souvent là en renfort ou en complément de ce qu'il peut exister par ailleurs dans le droit commun. Et dans le milieu carcéral, on avait envie de voir, alors sur Nantes, parce que les équipes locales étaient motivées, donc c'est pas forcément un choix lié à la situation dramatique nantaise, par exemple, mais plus sur le fait qu'il y avait deux, à l'époque, bonnes volontés, qui avaient envie d'aller voir ce qui se passait en prison et de discuter avec les équipes qui intervenaient déjà en prison. On a donc fait une petite mission exploratoire pour voir si c'était pertinent quand même en maison d'arrêt et au centre de détention de Nantes, et de voir comment on pourrait, dès le départ, construire avec l'administration pénitentiaire et les équipes de l'unité sanitaire et du SMPR, donc le service médico-psy régional, qui a en plus un XAPA, donc un centre pour les addictions. Comment on pouvait imaginer et construire un projet commun. Donc on a fait plusieurs réunions où au début les interlocuteurs étaient plutôt à dire que tout allait bien, finalement, que depuis 1994 les personnes arrivent à être bien soignées avec un respect du secret médical, que les soins sont existants en prison et donc il n'y a pas de souci. Et puis quand on a commencé un peu à creuser sur alors personne ne renonce aux soins, personne n'a un recours tardif aux soins, ou tout est si limpide et donc tout va bien. Là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'exemples de discussions autour des enjeux de sécurité qui parfois pouvaient parasiter un peu les enjeux de santé, ou d'obstacles un peu plus administratifs ou très individualisés qui faisaient que les personnes n'allaient pas forcément se faire soigner ou venaient tardivement. Donc pour nous, c'était suffisant pour avoir ces éléments-là et aller voir l'administration pénitentiaire et leur dire qui on était. C'est-à-dire que nous, on est une organisation où on ne va pas mettre un bureau de Médecins du Monde dans l'unité sanitaire, l'université non plus d'ailleurs, mais dans l'unité sanitaire, et qu'on a plutôt une tendance à aller vers les personnes et qu'on n'attend pas que les personnes viennent à nous, mais plutôt d'aller à la rencontre des personnes. Et qu'on voulait savoir dans quelle mesure ça serait possible d'avoir cette démarche-là en milieu carcéral. Et donc on a présenté à l'administration pénitentiaire un projet où on leur demandait de pouvoir intervenir en promenade, de pouvoir aller rencontrer les personnes dans les cellules ou dans les couloirs, enfin là où les personnes vivaient. Et à notre grande surprise, en fait, à l'époque, on ne savait pas forcément que personne n'allait en promenade. Donc c'est pour ça qu'assez naïvement, on a proposé ce principe-là. Et à notre grande surprise, l'administration pénitentiaire a accepté, comprenant bien la logique d'aller rencontrer les personnes et de créer un lien de proximité, de confiance, puisqu'on leur a expliqué que le programme qu'on avait envie de monter se construirait avec une démarche communautaire. Donc on va y revenir parce que on n'a pas forcément tous les mêmes définitions de démarche communautaire. Mais nous, ce qu'on entendait, c'était dès le départ, mettre en avant le fait que ce programme se construirait avec les personnes directement concernées, donc avec les personnes détenues. Qu'on n'allait pas arriver avec un programme tout ficelé où on saurait de quoi on parlerait et de quel type d'activité on mettrait en place, mais qu'on travaillerait ça avec les personnes détenues, tout en intégrant l'ensemble des acteurs qui sont concernés, puisqu'on avait déjà en tête d'avoir un programme qui s'adresserait également aux surveillants, puisque les surveillants, même si effectivement depuis 1994 la justice et la santé sont bien séparés, les surveillants ont de fait un rôle dans l'organisation des soins et sont concernés par les problématiques de santé. Donc on a voulu dès le départ demander à l'administration pénitentiaire d'avoir la possibilité de travailler dans cette globalité-là.
également avec les équipes médicales, de dire qu'on était sur une approche très large de la santé. Et donc, on n'allait pas rentrer sur une pathologie spécifique ou sur une consommation de produits ou sur souvent ce qu'on entend sur le problème de santé des personnes détenues, mais qu'on voulait voir aussi ce que les personnes détenues avaient envie de dire sur leur santé. Globalement, voilà comment on est arrivé en prison. Donc, on est rentré en octobre 2014. On intervient en maison d'arrêt auprès des femmes et en centre de détention auprès des hommes. Et je vais laisser Marie vous dire concrètement ce qu'on fait. Et après, on échangera avec vous. Un micro. Bonjour. Je vais te passer le micro. Ça va, j'en ai un. Vas-y. Concrètement, en fait, pour le moment, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a on y va de façon hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on a des groupes de travail. Donc, c'est important de préciser que c'est des groupes de travail et pas des groupes de parole. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, à la maison d'arrêt, s'inscrivent. Et nous, on pose le cadre en expliquant voilà, comment on veut intervenir. On réexplique aussi, du coup, c'est quoi une démarche en santé communautaire. Et l'idée pour nous, c'est de faire émerger les sujets sur lesquels les personnes ont envie de travailler, en expliquant aussi qu'on est sur la santé, mais la santé est très large, donc bien dans sa tête, dans son corps, avec les autres. Et du coup, à partir de là, par exemple, les sujets qui ont pu émerger, il y a eu des choses autour du stress. Le stress que pouvait générer l'arrivée en détention, surtout en maison d'arrêt, quand c'est une première peine qu'on ne connaît pas et que, en fait, on a en tête que les images de ce qu'on a pu voir dans les séries américaines. Et donc, du coup, voilà, ça fait très, très peur. Et à force de discuter, de travailler, par exemple, les femmes ont créé un outil, un petit livret d'accueil, en fait, en complément du livret d'accueil de l'administration pénitentiaire qui fait une 40aine de pages, qui est très procédurier. Et elles se sont dit, mais moi, quand je suis... voilà, donc le livre en question. Et en fait, elles se sont dit, voilà, moi, quand je suis arrivée, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de savoir ou qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise pour essayer de faire baisser, en fait, le stress que génère cette arrivée en détention. Et donc, elles se sont dit, finalement, c'est nous qui devrions accueillir les autres. Et donc, elles ont fait ce petit outil avec... des petits textes très pratico-pratiques sur comment on utilise un drapeau, donc mettre une feuille de papier entre la porte de la cellule pour appeler la surveillante et dire qu'on a besoin de faire quelque chose. C'est aussi une lettre de bienvenue. C'est aussi un petit texte qui est l'ouverture d'un des autres chantiers sur lesquels on a travaillé sur le vivre ensemble. Parce que du coup, voilà, c'est santé au sens large et donc le vivre ensemble, le stress, du coup plutôt le bien-être, la santé mentale, ça fait partie aussi des choses qui ont émergé. Donc on a ces groupes de travail hebdomadaires. On a également, ce qui a émergé un peu plus tard, c'est plutôt ce qu'on appelle nous les ateliers santé, où en fait l'idée c'est que ce sont des personnes des unités sanitaires, donc de l'UXA ou du SMPR, qui viennent en détention sur des sujets que les personnes ont choisis. Par exemple, là, récemment, on a fait un atelier sur la tuberculose, parce que voilà, il y avait eu une suspicion de tuberculose dans la prison, que ça générait beaucoup de stress, beaucoup de questions. Et donc c'était préparé en amont avec elles, que les personnes de l'UXA viennent et surtout dans l'idée que ça colle à la réalité de ce qu'elles vivent. On a fait par exemple un atelier sur l'alimentation. Évidemment, l'idée, c'est pas de dire aux femmes ou aux hommes mangez 5 fruits et légumes par jour parce qu'il faut que ce soit adapté à ce qu'elles vivent en détention. Et donc, c'est comment est-ce qu'on construit une information de santé, mais à partir de ce que les personnes vivent réellement. D'autant plus que ça permet de renforcer du coup le lien aussi de confiance avec l'UXA, de sans cesse aussi rappeler le fonctionnement pour qu'elles puissent un peu mieux utiliser aussi ce service-là. Et l'UXA, c'est pas juste j'ai mal aux dents, j'ai besoin d'un Doliprane. C'est aussi je peux avoir des questions sur ma santé d'une manière très large et interpeller une infirmière ou un médecin pour en discuter. On intervient en promenade aussi. Alors pour le moment chez les femmes, pas chez les hommes, parce que les personnes nous ont pas sollicités. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller à la rencontre des personnes qu'on connaît pas encore, de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe dans les ateliers et ce que les autres personnes qui viennent pas au groupe auraient à dire aussi, parce que des fois, c'est pas facile de prendre la parole dans un groupe et pour autant, on aurait des choses à dire sur la santé quand même. On peut proposer aussi, mais vraiment au cas par cas, des entretiens individuels. Mais ce qui émerge le plus, en fait,
voilà, par exemple, quelqu'un qui viendrait très souvent, puis tout d'un coup vient plus, de pouvoir lui proposer de se rencontrer pour qu'elle puisse nommer, voilà, si c'est en lien avec ce qui s'est passé dans un groupe ou si c'est plutôt, voilà, pourquoi. Voilà, ou parce que des fois on aurait des sujets de santé sur lesquels on aimerait travailler. Je pense notamment à la consommation de produits, qui n'est pas forcément, voilà, qu'on sait qui existe en prison, mais qui n'est pas forcément facile à dire dans un groupe. Donc pouvoir interpeller Médecins du Monde sur un espace à part et que nous on soit. Alors évidemment l'idée c'est pas de faire à la place. Hein. Il y a un XAPA donc en prison qui est là pour les addictions. Donc, l'idée, c'est pas de faire à la place du XAPA, mais c'est plutôt de renforcer les capacités de la personne à solliciter le bon service et à savoir vers qui s'orienter. Voilà. Ce qui peut être important en fait dans la démarche, c'est de noter, comme Marie l'expliquait, c'est que les personnes spontanément, elles ont plus parlé d'obstacles. Ce qui nous a d'ailleurs été reproché. C'est compliqué pour les bailleurs en fait de comprendre qu'on ne travaille pas sur un problème de santé, mais qu'on est plutôt sur les obstacles que les personnes rencontrent pour se préoccuper de leur santé. Et les femmes, notamment à la maison d'arrêt, ont vraiment ont soulevé un obstacle important pour elles et justifié le fait que ça n'était pas adapté pour elles. Et elles ont proposé une solution. Et en fait, ce qui était intéressant dans la démarche, et c'est ce que dit Marie, finalement, nous, on vise plus un processus qu'un résultat. Mais dans le processus, c'était de montrer que les femmes, elles avaient été capables d'identifier un problème, de trouver une solution qui était dans un contexte intégrant les contraintes de chaque personnel, les surveillants, l'administration pénitentiaire, et que ces solutions avaient été reconnues comme étant valables et que quand elles se mettent en place, ça a un poids énorme sur leur légitimité, leur existence, et que finalement la valorisation de ce que peuvent apporter les personnes directement concernées passe aussi par ce type de programme, et c'est ça qu'on défend aussi, nous, en ayant ce type de programme, c'est de rendre un peu la citoyenneté à des personnes détenues qui sont très infantilisées, peu considérées parfois ou considérées comme un tout un peu gênant, et que la force du collectif, nous, on a envie de la défendre. C'est-à-dire que le collectif est souvent perçu comme potentiellement dangereux, appel à émeute, qui va poser problème, alors qu'en fait, nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a des vraies forces, il y a des actions un peu d'autosupport qui se mettent en place et qui sont absolument pas valorisées, et que ça ferait du bien à tout le monde en fait de valoriser ces actions-là. Je pense à un contexte autour du suicide. En fait, la maison d'arrêt à Nantes, elle est récente. Alors, nous, on n'a pas d'avis encore pour la question, pour savoir si ça a un lien, le fait qu'elle soit récente, donc dans des établissements très modernes, lisses, donc jolis, avec... Enfin, jolis, non, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas propres et colorés. Mais en tout cas, par rapport à la maison d'arrêt d'avant, qui était vraiment limite insalubre, donc il y a ce vrai progrès, mais il y a aussi beaucoup d'isolement, puisque tout est organisé, tout est automatique, il n'y a plus de contact vraiment avec les surveillants. Donc après, je ne fais pas de lien là pour voir si ça a fait effectivement augmenter les suicides, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de suicides, et de façon importante, et tout le monde reconnaissait que c'était dans des proportions plus élevées qu'habituellement. Et les personnes détenues ont vraiment eu envie de se mobiliser pour trouver des solutions entre elles, mais en intégrant aussi les surveillantes, en ayant bien en tête que tout le monde est impacté en fait par ce contexte-là, et qu'il y a besoin de travailler ensemble, et qu'il y a besoin que ça ne passe pas juste entre les surveillants et l'administration pénitentiaire, ou que entre l'administration pénitentiaire et les personnes détenues, mais qu'il y ait vraiment une dynamique avec les équipes médicales qui se mettent en place. Et finalement, Médecins du Monde intervient là comme un facilitateur, et c'est tout finalement, et que nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment la visibilité de cette dynamique-là. Donc ça me paraît important en fait dans le programme. Et peut-être un dernier point avant de passer la parole, c'était vous le savez, dans la loi de santé publique aujourd'hui, la réduction des risques est à adapter en milieu carcéral, et en fait la présence de Médecins du Monde peut permettre finalement qu'on arrive à essayer d'accompagner le centre pénitentiaire dans cette démarche-là, parce que souvent on imagine que la réduction des risques, c'est la mise en place de programmes d'échange de seringues, et donc ça cristallise énormément de difficultés, et puis ça génère beaucoup d'angoisse de part et d'autre, alors qu'en fait, c'est peut-être l'occasion là de parler de ce qu'apporte la réduction des risques en matière de santé, comment chacun peut s'y retrouver, comment on parle d'une palette d'outils pour accompagner la consommation de produits qui, de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, se passe en milieu carcéral, et comment on arrive à mettre en place des solutions adaptées en intégrant un peu tout le monde. Donc c'est finalement le petit plus que Médecins du Monde peut apporter, c'est d'avoir du temps pour faire le lien sur un problème qui va être à gérer de toute façon pour les établissements dans les mois à venir.
Un des autres axes aussi en termes d'objectifs, mais aussi d'activités, c'était aussi tout le travail qu'on peut faire avec les surveillants. C'est-à-dire, comme le rappelait Irène en introduction, c'est à un moment donné aussi, on sait que le personnel de surveillance a un rôle et il y a un impact dans la santé des personnes détenues. Très rapidement, dans ce que les personnes nous nommaient comme étant une difficulté d'accès aux soins, c'était les escortes médicales, c'est-à-dire de pouvoir aller se faire soigner à l'hôpital, donc là en l'occurrence au CHU de Nantes, mais avec des moyens de contrainte, menottes, entraves, parfois laisses, et puis accompagnées de 2 ou 3 surveillants. Et les personnes nommaient la difficulté pour elles d'aller à l'hôpital dans ces conditions, puisque le regard des autres, des difficultés des fois même avec les soignants, parce qu'ils connaissent pas en fait, ou la confidentialité qui serait des fois pas respectée parce que les contraintes de surveillance font que c'est obligatoire. Et du coup, des personnes qui nous disaient renoncer aux soins plutôt que d'accepter d'aller à l'hôpital comme ça. Et donc, nous, un peu naïvement au départ, c'est vrai qu'on avait imaginé pouvoir être présent, par exemple, pour faire de la médiation et accompagner les personnes en fait, de la prison directement au CHU. Bon, c'est un peu compliqué en fait, de se retrouver dans le camion avec les escortes. Mais du coup, on a pu rencontrer en fait les équipes. C'est une équipe de surveillants qui est dédiée pour l'ensemble du centre pénitentiaire de Nantes. Et en fait, l'idée, ça a été de travailler ensemble sur comment est-ce que on peut essayer d'améliorer ça et que les personnes, du coup, arrivent plus facilement à accepter les escortes. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà d'arriver à favoriser plutôt les permissions médicales. C'est-à-dire que plutôt que de se faire escorter, de pouvoir aller, en tout cas quand le niveau de peine où ils en sont évidemment le permettent, de pouvoir y aller tout seul. Et donc là, depuis finalement peu de temps, c'est des choses qu'on a construites avec les personnes détenues. Ça, on peut accompagner des personnes en permission médicale. Et voilà, renforcer aussi leur capacité à prendre un billet de tram, se rendre tout seul en ville alors qu'on ne connaissait pas la ville et que ça fait peur. Voilà. Et puis, avec le personnel de surveillance, ça a été aussi de pouvoir entendre leurs difficultés à eux dans leur pratique, de dire à un moment donné, mais quel risque je prends pour moi et pour ma famille si j'accompagne une personne, par exemple, séropositive au VIH, parce que je ne connais pas, ça me fait peur. Et donc, voilà, de pouvoir aussi organiser des temps de sensibilisation aux maladies infectieuses, par exemple, pour qu'ils aient moins peur et donc soient aussi peut-être dans une approche ou une posture différente avec les personnes quand ils les escortent. Donc voilà, on est sur aussi des petites choses comme ça. Et puis, avec les surveillants d'étages ou de bâtiments, c'est pour le moment, en tout cas, on y arrive, mais c'est plutôt des échanges informels, mais c'est de prendre le temps de régulièrement aller les rencontrer, écouter aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, expliquer, surtout ne jamais perdre le temps d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, comment on travaille, pour rassurer, parce que du coup, ça peut être des fois perçu un peu bizarrement d'avoir un collectif de personnes détenues qui font des propositions, qui construisent des choses, qui ont des choses à dire, et donc comment faire en sorte que ça soit pas perçu comme étant quelque chose de subversif ou de compliqué, en tout cas dans l'image qu'on peut avoir de l'administration pénitentiaire. Mais bon, après, c'est vrai que leurs conditions de travail font que des fois, c'est difficile de les réunir en collectif. Et voilà, donc on y arrive petit à petit, mais c'est vrai que pour le moment, c'est beaucoup des temps d'échange de manière très, très informelle. Voilà. Et donc c'est un programme expérimental sur 3 ans. Donc Médecins du Monde ne fait pas d'autres programmes de ce type-là. On a un autre programme à Marseille où on travaille plutôt sur l'évitement à l'incarcération lié à des problèmes de santé mentale. Mais donc sur ce type de programme, c'est le seul à Nantes. Et on travaille sur 3 ans avec monsieur Éric Legrand, ici présent, avec le HESP, exprès dans la volonté de pouvoir apporter un regard un peu scientifique et extérieur pour mesurer l'impact d'un tel programme avec justement l'impact de la démarche communautaire en milieu carcéral, parce que c'est pas forcément évident d'imaginer du communautaire. Alors déjà le communautaire en général c'est pas évident, mais alors du communautaire en carcéral c'est quand même un peu compliqué. Donc on nous l'a bien renvoyé ça, mais on assume ce choix.
Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un regard pendant 3 ans tout au long du projet pour potentiellement modéliser s'il y a quelque chose de modélisable. Ça ne veut pas dire que ça sera Médecins du Monde qui mettra en place partout, parce que pour nous, l'enjeu, c'est si ça a un impact, que c'est prouvé, que du coup, ça devienne quelque chose de mis en place de façon plus uniforme et puis à la limite intégré dans le droit commun. Mais voilà, je ne sais pas, Eric, si tu veux rajouter quelque chose ou si vous voulez qu'on passe aux questions maintenant. En quel cas, il faut que tu parles dans le micro. Oui, je vais parler dans le micro. Pardon. Oui, une chose aussi qui est importante dans le programme, c'est les rencontres entre professionnels de santé et détenus, qui permet aussi, il y a un certain nombre de rencontres qui ont été organisées, alors je parle sous contrôle, mais qui ont été organisées et qui permet, au travers des échanges, je dirais, à la fois de travailler sur les représentations des uns et des autres et aussi de faire émerger un certain nombre de solutions ou de freins et de construire collectivement, je dirais, le travail futur. Donc c'est vrai que ces temps d'échange, et puis ça fait aussi partie de la démarche communautaire, comme quoi j'ai bien retravaillé sur la question, je suis très fort maintenant là-dessus, sont aussi vraiment très, très importantes, parce qu'effectivement, dans les questions de non-recours, les questions de représentation de la santé des professionnels ou d'expériences vécues avant l'incarcération, il y a aussi cette dynamique-là joue aussi un rôle en tant que frein. Alors sur la partie recherche, c'est ça qu'il fallait que je dise. C'est vrai que on accompagne aussi le programme à la fois chez les hommes et chez les femmes, avec 2 démarches, je dirais, qui ont des temporalités différentes aussi dans la mobilisation des publics. Alors, c'est vrai que le choix initial, c'était de pouvoir rencontrer les détenus tout au long de la démarche. Donc comme ça dure sur 3 années, qui permet effectivement alors je dirais de mesurer, alors le terme est peut-être un peu excessif, mais de voir leur perception à la fois de la démarche et à la fois sur eux, qu'est-ce que ça leur apporte en tant que tel. Donc on rencontre, je dirais, à la fois les femmes, les hommes, alors à la fois sous forme d'entretien collectif pour avoir une perception un petit peu plus générale de la démarche, et puis à la fois en termes individuels, alors pas tous les détenus participants, un certain nombre qu'on revoit tous les 6 mois à peu près, c'est pas aussi tranché que ça. Dans les effets, enfin je dirais après une première année, qui était un peu une année de mise en place, ce qui est surtout intéressant, et au travers de la démarche communautaire, c'est bien de voir aussi la question de la reconnaissance sociale qui a été posée, c'est-à-dire qu'au travers de la participation, mais comme processus, on est bien sur ce registre-là et pas une participation alibi. On est bien effectivement dans cette dynamique d'une reconnaissance, d'une acquisition de citoyenneté. C'est peut-être excessif de le dire de cette façon-là, mais on est dans ces dynamiques-là parce que effectivement les détenus le soulignent de manière très forte. Ils sont associés à l'ensemble de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les temps d'ateliers collectifs, de réflexion. Mais en même temps, dès qu'il y a une rencontre avec soit des surveillants pour un sujet, soit avec des professionnels de santé, un ou une détenue est présent pour porter la parole du groupe. Alors, ce qui permet aussi des phénomènes de confiance dans la démarche. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, on est dans un jeu d'interaction. Et pour les professionnels, je dirais que c'est aussi très important d'avoir le retour des détenus et qui leur permettent effectivement d'appréhender encore plus un certain nombre de difficultés alors qu'on pouvait présupposer, ou parfois c'est aussi sur des petits éléments en tant que tels. Donc l'idée, voilà, c'est bien de rencontrer les détenus. Alors je ne rencontre pas que les détenus, je rencontre aussi les professionnels. C'est dire aussi qu'il y a une démarche très soutenante
au point de vue du centre pénitentiaire à Nantes. Et ça, je crois que c'est un point, on pourrait dire critère de qualité, mais qui est assez important, c'est que sans démarche soutenante, ce serait difficile de mettre en œuvre ces dynamiques-là. Donc c'est vrai que ce qu'on peut observer, effectivement, c'est des gains en termes d'estime de soi, je dirais même en termes personnels, et puis aussi au travers des ateliers collectifs. On pourrait dire aussi c'est des espaces de socialisation. Alors c'est pas d'endoctrinement, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le prendre, loin s'en faut, où effectivement un certain nombre de compétences sont redéveloppées, et en même temps où certaines compétences qui n'étaient plus, j'allais dire, activées, sont réactivées, c'est-à-dire que chacun, dans son domaine de compétences, peut apporter une pierre à l'édifice. Donc on est effectivement sur ce registre-là. Ce qui est aussi important de soulever, c'est que, alors qui était à la fois un choix méthodologique, mais aussi peut-être une posture philosophique en même temps, c'est de donner la parole, joue aussi énormément dans l'appropriation par les personnes détenues. Je dirais, moi, je n'ai aucun souci quand je rencontre tant au collectif qu'en individuel, je dirais les détenus pour qu'ils s'expriment sur leur trajectoire santé, sur ce qu'ils perçoivent de la démarche. Donc je dirais il n'y a aucun frein sur ces questions-là. Donc ça, c'est important de soulever aussi en tant que tel. Moi aussi, j'ai participé aux promenades avec les femmes. Donc, mais ce qui est important, c'est que le milieu carcéral n'est pas un milieu qui s'appréhende, je dirais, au travers forcément toujours de grandes enquêtes en tant que telles. On est aussi sur des micro-actions. Enfin, c'est presque une anthropologie en fait du milieu carcéral qui soulève plein de questions méthodologiques. Forcément, parce que il y a des personnes qu'on peut interviewer et qui ne sont plus là le lendemain. Heureusement, voilà, ils sont sortis. On peut avoir aussi parfois des groupes qu'on interviewe et 3 jours après, c'est plus les mêmes. Enfin, je dis 3 jours après, j'exagère un petit peu. Donc, il est nécessaire de trouver un minima, je dirais, des points un peu centraux qui sont la perception de la démarche et des gains, je dirais, pour les individus. Voilà ce que je peux en dire pour le moment, mais je vous laisse la parole. Ouais. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des accords Oui, des accords. Merci pour votre présentation, c'était super intéressant et très très clair. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu des difficultés à mobiliser, que ce soit les détenus et les surveillants, et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est pas le taux de participation, mais quelle est la participation effective à ces ateliers? Est-ce que vous avez eu des abandons en cours de route de personnes qui finalement ont considéré que ça ne les intéressait pas ou ça ne leur convenait pas? Et est-ce que vous avez identifié des sujets tabous? Alors, je propose qu'on réponde question par question, sinon on a une petite mémoire. Mais moi, je vais juste répondre sur les surveillants. En fait, je pense que la démarche de Médecins du Monde, au début, a été perçue par les surveillants comme étant encore un truc pour les personnes détenues. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses pour les personnes détenues. Ils ont la salle de muscu, ils ont maintenant un confort dans leur cellule, il y a plein d'activités qui sont proposées, et c'est encore un truc pour les personnes détenues. Et finalement, là où je pense qu'on avait bien joué, mais c'était pas calculé, en fait, c'était parce qu'on pense que ça a du sens, c'est qu'on leur a très rapidement expliqué qu'en fait, on avait un axe spécifique pour les surveillants aussi, et qu'on avait bien en tête d'intégrer les surveillants, et qu'effectivement, on comprenait que, bon, on était très clair sur le fait que nous, on venait interroger les questions de santé, et qu'on avait identifié leur place dans ces questionnements-là, et qu'en revanche, on avait une volonté de travailler sur du collectif,
parce que pour nous, on n'est pas à pallier, par exemple, l'absence de médecins du travail ou comme de soutien psychologique individuel. On n'est pas là pour ça, ni avec les personnes détenues, ni avec les surveillants. Et qu'on avait du mal à mettre en place des actions collectives avec les surveillants parce qu'ils sont en sous-effectif, qu'ils sont saturés. Et qu'en même temps, petit à petit, on commence à les mettre en place à tel point que c'est eux aujourd'hui qui nous demandent de venir le samedi matin pour prendre 1 heure, 1 heure et demie avec eux et discuter de comment ils peuvent s'investir sur le programme, et que les surveillants ont bataillé entre guillemets avec leur chef pour que leur chef autorise le fait qu'on vienne les samedis. Donc ça va se mettre en place là en juin, et que c'est ça qui est très fort dans la démarche, et que finalement c'est à la demande des surveillants qu'on va finir par faire ce que nous on avait imaginé, mais qui prenaient pas bien parce qu'il fallait le temps qu'ils se l'approprient aussi. Par rapport à la mobilisation des personnes détenues, la démarche a pris relativement facilement, en tout cas et très rapidement chez les femmes, sachant qu'elles sont à peu près, il y a 44 places, je crois, à la maison d'arrêt de Nantes, et elles sont environ 25, mais en continu, parce que maison d'arrêt, ça veut dire on rentre, on sort, enfin voilà, il y en a qui sont là pour 1 mois, d'autres pour 3 ans, mais globalement, on tourne autour d'un groupe d'environ 25 personnes qui participent sur les 40, et ça dure dans le temps, c'est-à-dire que peu importe finalement le turnover des personnes, c'est relativement stable, elles se passent le mot. Chez les hommes, ça a été un peu différent, ça a été un peu plus compliqué. En fait, au départ, déjà, on n'intervenait que sur un seul bâtiment. Aujourd'hui, on intervient dans 3 bâtiments différents. Alors après, est-ce que c'est une question de genre? Les femmes s'approprient aussi les questions de santé, souvent... Regarde dans la salle. Hein. De façon un peu plus... voilà, en population générale aussi, donc c'est pareil en prison aussi finalement. Après, on ne sait pas trop aussi s'il y a les questions du régime de détention, c'est-à-dire qu'en maison d'arrêt, elles sont sur un régime fermé, c'est-à-dire qu'elles ont en fait dans leur cellule 22 heures sur 24. En centre de détention, ils circulent aussi plus facilement, plus librement, ils ont d'autres activités. Donc est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi qui joue? Voilà, ça on ne sait pas trop bien encore, quoi. Mais en même temps, même si la mobilisation est plus faible en nombre, elle est stable. C'est-à-dire que les personnes qui ont commencé à venir travailler avec nous, elles continuent dans la durée. Et sur les abandons, en fait, je pense qu'on demande aux personnes de vraiment travailler. C'est-à-dire qu'on vient avec un café, des gâteaux, c'est hyper sympa, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, voilà, c'est assez convivial. En revanche, on a été très clair dès le début en disant qu'en gros, soit les personnes travaillaient avec nous, soit on partait, parce que nous, on n'est pas là pour travailler tout seul et on n'a pas de solution ni d'idée sans elles. Et c'est vrai que du coup, ça demande un investissement de la part des personnes important. Et Marie parlait des entretiens individuels qu'on a fait. Le premier qu'on a dû faire, c'était une personne qui venait toutes les semaines et qui a arrêté de venir. Et donc pour nous, c'était important de savoir pourquoi elle venait plus. Donc on a fait un entretien et elle nous a vraiment dit que c'était parce que aujourd'hui, sa situation personnelle lui nécessitait qu'elle se consacre à étudier pour son dossier juridique, qu'elle avait besoin de temps pour elle, et qu'en fait c'était trop dur de venir travailler avec nous, et qu'en l'occurrence on était aussi dans un contexte où il y avait beaucoup de suicides et où on questionnait ça, et que pour elle c'était vraiment trop dur, et qu'elle préférait ne pas venir, et qu'on la voyait même plus en promenade parce qu'elle sortait plus en promenade, mais qu'on la voyait dans les couloirs et qu'elle allait bien, mais qu'elle pouvait plus investir avec l'énergie qu'on demandait. Donc c'est vrai qu'on a conscience que ce sont des activités où il faut s'engager, respecter le cadre qu'on rappelle à chaque fois de confidentialité, de respect entre chacun, d'être clair sur ce qui se dit là et ce qui se dit pas ailleurs. Eric parlait tout à l'heure aussi de notre approche constructive avec le droit commun. Je pense que c'est ça qui fonctionne bien aussi dans ce programme, c'est que dès le départ, on a été très clair sur le fait qu'on n'allait pas dénoncer ce qu'on voyait, qu'on n'est pas dans une logique de critiquer ce qui ne se passe pas, mais de trouver ensemble, avec toutes les parties concernées, des solutions adaptées aux personnes détenues, et donc en intégrant de fait et obligatoirement les personnes détenues. C'est-à-dire que dès qu'on a une réunion avec l'administration pénitentiaire, on essaye, dans la mesure du possible, quand c'est quelque chose qui a émergé des personnes détenues, de venir avec des personnes détenues, et que ce soit les personnes détenues qui défendent leur projet aussi. On ne parle pas à leur place, on facilite les réunions, mais on ne parle pas à leur place. Il y avait des questions là-bas aussi, je crois. Ouais, après, juste pour répondre sur les sujets tabous, parce que c'était une question que j'avais notée aussi. Je ne sais pas s'il y a des sujets tabous. Moi, j'ai déjà parlé de plein de choses très différentes. Après, il y a des sujets qui sont par contre peut-être plus difficiles
que d'autres à aborder. Donc c'est pas forcément tabou, mais on sent bien que du coup ça peut générer des tensions dans le groupe parce qu'on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous le même avis et qu'en fonction en plus de où on vient, de sa peine, etc., ça peut générer des difficultés, mais pour autant on peut en parler plus ou moins facilement, mais on essaye de parler de tout. Oui, bonjour, merci également pour cette présentation. Alors moi, j'ai 3 questions très rapidement. Je voudrais d'abord que vous reveniez un petit peu sur la manière dont vous avez travaillé avec cette notion de communautaire, etc., que j'imagine vous empruntez à des travaux nord-américains. Or, on sait qu'elle renvoie vraiment à des choses différentes dans le contexte nord-américain et puis dans le contexte français, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, en milieu cancéral, étant donné d'autres éléments de contexte que vous connaissez bien. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez dû être adopter une démarche très pédagogique, en fait, par rapport à ça? Comment vous avez réussi à convaincre en l'utilité de cette démarche dite communautaire? La deuxième, c'était par rapport aux obstacles administratifs. Moi qui travaille un petit peu sur les questions de fragmentation de l'offre des services et de soins, notamment entre secteur social, médico-social et sanitaire, mais aussi entre différents secteurs d'intervention publique. Là, on sait que l'administration pénitentiaire, monde de la santé, c'est vraiment 2 mondes très différents. Vous avez parlé tout à l'heure des escortes, des différents obstacles, là pour le coup barrières vraiment systémiques qui existent pour pouvoir effectuer ces escortes et ces prises en charge qui se font du coup en ville ou en milieu hospitalier. Et aussi, est-ce que vous avez un regard sur la continuité de l'accès aux droits, aux soins et aux aides sociales en sortie, en fait, lorsque les personnes sortent de la prison? Et la dernière question, c'était un petit peu sur les sujets tabous, enfin, par pure curiosité. Est-ce que vous avez réussi à aborder la question de la santé, de la vie sexuelle et sentimentale, en fait, en milieu cancéral avec ces personnes-là, déjà? Voilà. Pareil, on va répondre aux questions. Tu veux commencer? Ouais. Non, c'est sur je sais pas par où commencer, mais par le cloisonnement en fait, santé-justice, parce que c'est vrai que on en parlait avec des personnes qui sont aussi impliquées avant 94 en fait, quand il y a eu nécessité de séparer finalement la santé et la justice. Parce qu'il y avait plein de dérives, voilà, historiquement c'était très bien de séparer. Après, aujourd'hui, on entend des commentaires qui disent que finalement on est en train de revenir en arrière, parce que là où il y a des établissements où ça peut très bien se passer, là où nous on est effectivement témoins de difficultés de décloisonner. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, les équipes médicales restent dans leurs préoccupations médicales. Elles sont quand même assez saturées, elles ont beaucoup de travail, elles ont des situations qui ne sont pas simples. Et en même temps, sur Nantes, il y a quand même un beau plateau technique, il y a des spécialistes qui viennent. Enfin, je veux dire, on n'est pas en déficit de compétences médicales, par exemple. Il n'y a pas moins de personnel que prévu. Peut-être pour les dentistes, mais ça, j'ai l'impression que c'est... tu confirmeras sur les dentistes. Mais on n'est pas dans ce déficit-là, mais avec ce sentiment de toujours devoir justifier le fait qu'on demande une extraction et avec une suspicion d'administration pénitentiaire et notamment des surveillants sur évidemment c'est vendredi 18h, je suis sûr qu'il n'y a pas besoin, et que éventuellement quand l'équipe d'escorte sait qu'au final c'était juste pour aller faire une analyse d'urine, eux ils le voient comme n'importe quoi, une escorte vendredi soir pour un détenu dangereux pour faire une analyse d'urine, c'est n'importe quoi, alors que d'un point de vue médical c'était dire effectivement il fallait cet examen-là pour dire que c'était rien, ou au contraire pour gérer si c'était à gérer, et qu'en fait il n'y a pas de communication. Donc en fait les uns s'énervent en disant mais c'est franchement n'importe quoi, ils nous prennent pour du personnel à leur à tout faire et puis à leur disposition, et puis les équipes médicales qui disent mais ils comprennent vraiment rien, comment ils remettent en cause notre compétence médicale, quoi. Donc on voit bien que finalement Médecins du Monde, nous on peut essayer de faire des liens. En même temps, le mode de communication en prison, alors je ne sais pas où vous travaillez ou si vous avez d'autres expériences, mais nous, les organisations professionnelles type les syndicats, c'est pas Médecins du Monde, voilà, il y en a, mais c'est pas non plus hyper dur comme fonctionnement. Et là, c'est vrai qu'il y a des tracts qui sortent en milieu carcéral qui sont d'une violence assez inouïe en termes de propos. On est capable de décrire des choses sur les personnes, enfin sur des attitudes, et que ça
facilite pas le dialogue entre les instances. Et donc, c'est vrai que l'équipe médicale aujourd'hui, elle est peut-être un peu fragilisée par des critiques qu'il y a à son égard, qui fait que même si elle comprend les enjeux de devoir mieux travailler avec le personnel, finalement, à un moment donné, elles sont contentes aux personnes détenues parce qu'elle est là pour ça. Et qu'en fait, les surveillants peuvent s'imaginer que finalement, comme ils sont médecins et qu'ils sont là, ils doivent gérer toutes les questions et tout ce qui a trait à la santé, alors qu'en fait, l'UXA est là pour les personnes détenues. Donc si aujourd'hui il y a un déficit de médecine du travail pour les surveillants, c'est pas à l'UXA de pallier ça. Ça n'empêche que quand même il y a un vrai souci parce que l'équipe surveillante n'a plus d'interlocuteur sur la santé. Donc on essaye du coup nous par exemple typiquement sur cet exemple-là, Marie parlait des formations qu'on a pu faire sur les infections, les maladies infectieuses ou sur discuter sur les risques qu'ils prennent quand ils font des accompagnements. Donc on peut rassurer parce qu'en fait il y a beaucoup de représentations aussi. Et puis on va faire des outils en papier, donc des petites fiches ou un petit livret et qu'on va essayer qu'on va faire nous concrètement, mais on va mettre le tampon aussi de l'UXA pour montrer que voilà, l'UXA est bien en tête quand même de devoir considérer la place des surveillants dans ce qui se joue pour les personnes détenues et pour les surveillants en matière de santé. Mais on n'est pas... le cloisonnement, il existe, ça c'est clair, mais il existe même inter-service, c'est-à-dire que les surveillants entre eux ne se parlent pas. Donc nous, on a mis un an à... je suis sûre qu'on va rencontrer des surveillants qui n'ont jamais entendu parler de Médecins du Monde, alors qu'en fait, on a essayé de respecter toute la hiérarchie militaire, parce c'est un peu quand même ça. Donc on a l'impression qu'en parlant au chef, du coup, il va faire redescendre... pas du tout, c'est pas aussi simple. Donc on a été un peu naïfs, nous, dans notre compréhension du milieu carcéral. Mais voilà, donc ça demande beaucoup de temps. Et le temps, les équipes médicales, elles l'ont pas. Et les surveillants, ils sont saturés aussi. Donc c'est vrai que nous, on prend ce temps-là. Et on voit bien que quand il y a un interlocuteur qui prend ce temps, en revanche, les équipes sont assez preneuses. Voilà, il faut qu'on voit, là, on n'a qu'un an et demi du projet, il faut qu'on voit ce qu'on en fait structurellement, en fait. Sur la question du communautaire et de comment on donne envie, c'est vrai qu'en tout cas, à un moment donné, qu'un groupe de personnes prennent conscience qu'elles partagent la même problématique et se mobilisent ensemble pour faire évoluer les choses. Nous, on est un peu biaisés, puisque du coup, les personnes détenues, c'est pas elles qui sont venues chercher Médecins du Monde pour leur dire de venir intervenir auprès d'elles, évidemment. Mais en même temps, dès le départ, donc, au départ, on est arrivé en disant qu'on allait travailler sur la santé. Elles ont peut-être commencé à parler de cancer, je sais pas quoi. Et finalement, c'est aussi en présentant, par exemple, la charte d'Ottawa qu'a commencé à émerger d'autres choses. Et c'est aussi de leur rappeler systématiquement que, sans elles, les choses ne se feront pas. Moi, je leur dis au début de groupe, quand on présente, moi, j'ai jamais été incarcérée, je sais pas ce que c'est. Donc, les solutions que je peux imaginer, elles sont pas du tout appropriées. Donc, si à un moment donné, vous mettez pas, vous, ensemble, à travailler, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vrai que des fois, le fait qu'il y ait pas mal de turnover dans les groupes, ça nécessite qu'on soit obligé systématiquement de réexpliquer en fait notre démarche et la façon en fait dont on veut que les personnes travaillent. Et en même temps, on voit, je l'ai vécu très récemment dans un groupe chez les hommes, quand finalement, à un moment donné, ça y est, il y a une espèce de prise de conscience que d'avoir travaillé ensemble sur un sujet et que finalement, quel que soit qui on était avant de rentrer en prison et même qui on est toujours d'ailleurs à l'intérieur, on partage cette problématique-là en commun et ça fédère quelque chose qui fait que ça passe tout le reste et qu'à un moment donné, là, on voit pendant une heure quelque chose qui émerge. D'ailleurs, c'est assez beau, assez fort, où les personnes, toutes les barrières sautent et on est là pour, ensemble, essayer de faire changer ça. Et du coup, on voit aussi un peu un sentiment de fierté maintenant d'appartenir à ces groupes de travail et d'appartenir à ces groupes de travail qui font changer des petites choses, mais qui font changer des choses en prison. Et je pense que petit à petit, ça permet aussi de mobiliser d'autres personnes. Parce qu'au départ, mais à quoi ça sert d'aller sans ces groupes avec Médecins du Monde, ça change rien, parce qu'il y a un peu une usure, des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et qui voient que ça met du temps, beaucoup de temps à évoluer, des fois. Et donc, de le mettre en avant, par exemple, dans on a fait avec des personnes détenues un journal, une petite gazette de la santé. Elles ont eu envie de créer ça en disant, voilà, il faut absolument que les autres aient accès aux informations qu'on glane quand on va rencontrer les professionnels de santé, quand on rencontre l'administration pénitentiaire. Et il faut faire ressortir ce qu'on a obtenu pour donner envie aux autres de venir se mobiliser avec nous et qu'elles arrêtent de croire que... il se passe rien. Donc du coup, à un moment donné, les personnes s'approprient aussi la démarche. Et là, ça y est, on rentre dans quelque chose qui roule et c'est plutôt chouette.
Rapidement pour le lien entre sortants, enfin la continuité des droits. Clairement, dès le départ, on a essayé de travailler avec le SPIP, donc le service de probation d'insertion professionnelle, qui est plutôt orienté sur les questions de droit social. Et on a eu du mal, hein, clairement. Il y a eu voilà, un contexte un peu local de nouvelles personnes qui arrivaient. Et puis, pareil, là, des personnels, mais saturés, archi-saturés, qui finalement n'ont pas considéré que c'était très prioritaire de participer à notre projet. On a un comité de pilotage, de suivi auquel ils participent, mais finalement, on a assez peu de liens et on voit bien qu'effectivement, pour travailler sur d'autres programmes à Médecins du Monde aussi, et qui du coup, avec des personnes qui des fois sont incarcérées, on voit bien qu'il y a la continuité, elle est très fragile en fait, et que les personnes se retrouvent vraiment en grande difficulté quand elles ne sont pas réintégrées dans leur famille ou dans un milieu social existant. On a mis, nous dès le départ, dans le projet, la volonté de travailler avec des personnes ex-détenues. Donc on travaille avec des équipes de bénévoles et on voulait absolument qu'il y ait des ex-détenus dans notre équipe et on voulait que les ex-détenus puissent venir avec nous en prison, évidemment si elles le voulaient. Donc la direction nous a un peu alertés en disant attendez, les ex-détenus quand ils sont sortis ils n'ont plus du tout envie de revenir, donc c'est pas une bonne idée. Donc effectivement on a dit qu'on était là aussi un peu naïf, mais en fait on rencontre des ex-détenus qui sont au contraire hyper partants pour revenir, pour justement être toujours dans ce que disait Marie sur la situation commune et en même temps voilà, moi quand je suis sortie qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour l'instant on n'arrive pas encore administrativement parlant à faire rentrer des ex-détenus en prison avec nous, mais on peut organiser des rencontres de futurs ex et de ex dans nos locaux à Médecins du Monde, et il y a déjà 3 personnes, parce qu'on propose aux détenus quand ils sortent, s'ils ont envie de rejoindre le programme, de devenir bénévoles avec nous, et il y a eu 3 personnes qui ont eu envie, des femmes, et qui étaient plutôt parties pour essayer de lister quelque part, de faire une checklist en fait de ce qu'il faudrait commencer à travailler quand on sait qu'on va bientôt sortir ou en vue d'une sortie, pour l'anticiper et puis pour travailler ça peut-être de façon pareil là encore de l'auto-support et se débrouiller sans conseiller si le conseiller n'est pas dispo, mais voilà de travailler et de sensibiliser sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose qu'on va sûrement retravailler petit à petit en deuxième partie de programme. Je vois que le temps passe. Sur la sexualité, on en parle, mais en fait pour l'instant le groupe n'était pas hyper raccord sur comment on parle à la fois comment on gère l'absence de sexualité et comment on peut parler de ça entre nous sans que ça soit un peu bas comme niveau, entre guillemets, et puis en même temps comment on vit sa sexualité en prison, et éventuellement une sexualité qui est différente, et comment on ne se fait pas tout de suite traiter d'homosexuel parce qu'on ne se vit pas comme homosexuel, mais qu'on prend en compte la nécessité d'avoir une sexualité. Pour l'instant, le groupe auquel je fais référence n'était pas hyper raccord sur les objectifs de ce groupe-là, et ça crée un peu des tensions avec des personnalités qui prenaient vraiment le dessus en voulant imposer un peu leur vision. Donc c'est un sujet qui va revenir, mais qui n'est pas encore hyper bien travaillé pour l'instant. Une question là-bas. J'avais une question très rapide. J'ai fait partie avec un groupe de 10 personnes du module interprofessionnel sur le tabagisme en détention. On est revenu vers vous bien tard, avant le rendu par email, parce qu'on a eu des entretiens avec vous. Je vous avais envoyé un mail, mais c'était oui très rapidement. Oui, mais ma question n'était pas pour vous dire que vous n'avez pas répondu à mon mail, Madame Aboudarham. C'était pas. Mais non, mais de toute façon, c'était très rapidement, parce qu'en fait, on nous a parlé de votre initiative peut-être 4 jours avant la date de rendu. Mais j'ai le rapport là, si vous voulez, je pourrais vous le remettre, parce qu'on aimerait avoir votre retour. D'abord, d'un point de vue méthodologique sur le tabagisme en détention, nous, on s'est entretenu avec des médecins des UXA, UHSA, UHSI, et avec les ministères, mais pas avec les détenus. On a eu beaucoup de mal, et dans le temps, à partie, à avoir accès aux détenus, aux anciens détenus également. Le SPIP, ça a été très moyen, notamment. Ils nous ont dit, nous, on a des problèmes sur l'emploi, le logement, la santé et le tabac, c'est vraiment pas un souci. Donc, pour faire très vite, la question que j'aurais là dans l'immédiat, et je reviendrai vers vous peut-être pour discuter plus en détail, est-ce un problème, le tabac, pour les personnes détenues ? Est-ce que ça a été soulevé ? Vous avez parlé du stress, du vivre ensemble, des maladies infectieuses. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que pour les UXA, c'est pas du tout la priorité dans les addictions, parce qu'il y a il y a des addictions bien plus graves que le tabac. Donc je voulais savoir si finalement, est-ce que vous trouvez que notre sujet de MIP était pertinent par rapport au retour que vous avez eu sur le terrain ? Je suis incapable de dire si c'est pertinent ou pas, puis c'est pas l'idée. Par contre, c'est vrai que le tabac...
Mais c'est vrai que le tabac n'est pas un sujet qui revient dans les groupes. Autant il y a beaucoup de questionnements autour des médicaments et des addictions, par exemple, autour des médicaments. Mais la question du tabac, pas. Ou alors, si elle revient, c'est plutôt comme quelque chose qui est essentiel à un moment donné pour les personnes, parce que c'est aussi un moyen enfin, voilà. Enfin, c'est à la limite ce qui leur reste et que c'est important d'avoir du tabac. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais jamais en tout cas comme étant une priorité en termes de santé ou en termes d'addiction. En tout cas, moi, depuis que je suis là-bas et avec les quelques personnes que j'ai rencontrées. Voir, c'est un sujet de lien social parce qu'en fait, la première préoccupation, c'est d'aller vérifier que les arrivantes puissent bien avoir leur clope et que si elles n'ont pas d'argent, qu'on puisse s'organiser. Donc il y a une vraie solidarité entre les personnes détenues pour faire en sorte que les arrivantes aient une cigarette parce que on sait bien que c'est vital. C'est un sujet qui est revenu avec l'apparition des cigarettes électroniques. Donc en fait, il y a quand même cette conscience que ça serait bien d'utiliser la cigarette électronique plutôt que la nicotine des cigarettes habituelles. Mais c'est plutôt aussi un outil de lien social, hein, en fait, la cigarette. Donc, ou de raquette. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de dire que la question, elle est pour les personnes détenues et pour les personnes pas détenues. Est-ce que c'est un sujet et comment on l'aborde Qui sort du cadre de la détention. Deux questions rapides. La première, j'ai cru comprendre qu'en matière de genre, c'est les femmes qui s'impliquaient le plus dans le projet communautaire. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique qui se profile dans celles qui s'impliquent? Deuxième question, vous avez répondu en partie en disant que vous proposiez au Futurex de devenir bénévole, mais est-ce qu'il y a une espèce de mesure d'impact sur une espèce de qualification sociale? Est-ce que l'implication dans le projet communautaire en milieu carcéral permet par la suite une meilleure réinsertion en société? Merci. Moi, je pense que la deuxième réponse est trop tôt pour le savoir. Enfin, je pense qu'on n'a pas assez de recul. Et nous, on a été extrêmement vigilants aussi pour faire en sorte que les personnes qui participent n'aient pas des remises de peine, par exemple, selon les participations à des activités qu'ils en aient. Nous, on n'avait pas envie de conditionner ou d'avoir un lien comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des témoignages de personnes qui sont sorties, qui ont envie de rester bénévoles, qui disent qu'elles ont envie parce que ça leur a tellement apporté le temps de la détention qu'elles ont envie de s'engager encore. Mais si on veut être honnête, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. On aurait envie de dire plus, hein, on aimerait bien, mais je pense pas que ça serait très honnête. Hein. Et sur la question de la... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, ça fait lien avec l'autre question qui a été posée. C'est vrai que la question des sortants de prison est très complexe à aborder. Enfin, le dernier rapport de l'Observatoire national de la pauvreté a bien parlé effectivement de population invisible, hein, parce qu'on a du mal à savoir ce que les personnes sont devenues, d'une part parce qu'elles essayent d'ôter le stigmate. Et je crois que le terme de stigmate est assez fort. Donc c'est vrai qu'on a ces difficultés-là de pouvoir suivre, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'interviewer des ex-détenus devenus bénévoles par la suite. C'est vrai qu'on voit bien la continuité qu'il y a, et c'est pour ça que penser en termes de trajectoire est assez intéressant. De voir comment l'impact, et c'est pas forcément uniquement l'impact sur la santé en tant que telle, que ce soit le tabac ou autre, c'est en termes de relation à soi et aux autres, joue un rôle assez central. Et sur la question de la tranche d'âge, pardon, je réponds. En fait, il n'y a pas une tranche d'âge qui se dessine en particulier. On a des femmes qui vont de 18 à 60 ans, et c'est pareil chez les hommes, même si les personnes qui prennent peut-être plus d'importance, ou en tout cas qui jouent ce rôle des fois de relais communautaire, sont plutôt des femmes à partir de la quarantaine, on va dire, mais parce qu'il y a ce côté aussi maman, on respecte, etc. Voilà. Oui, non, je voulais vous demander, il me semble que vous n'avez pas précisé combien de personnes, combien vous étiez dans l'équipe et quel profil, est-ce que c'est que des médecins ou il y a d'autres professionnels de santé? Et puis, j'avais une deuxième question, mais finalement, qui a déjà été abordée sur les sortants, et notamment dans le cadre de la recherche. Donc, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de suivi finalement des personnes qui sortent. Enfin, voilà, en tout cas, vous venez de nous l'expliquer, mais voilà, je me posais la question si finalement les personnes qui ont envie de continuer à s'investir avec vous, est-ce qu'elles vous disent aussi qu'elles souhaitent s'investir notamment dans leur quartier, par exemple, avec des associations communautaires, etc., sur ces questions de santé? Est-ce que ça déclenche quelque chose de leur envie de participer à des actions collectives ou communautaires de santé là où elles habitent ensuite? Merci. Oui, bien sûr.
Non, en fait, on adorerait dire ça. Mais non, là encore, hein, je pense que c'est trop tôt. Et qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui disent vouloir s'engager avec nous quand elles sortiront, mais en même temps, quand elles sortent, eh ben, elles ont d'autres soucis, d'autres préoccupations, que peut-être elles reviendront après et peut-être pas, et que c'est pas forcément mal qu'elles reviennent pas. Mais voilà, qu'on est aussi. En fait, je pense que ne serait-ce que de proposer et que ça soit possible, c'est déjà énorme parce que c'est une reconnaissance de leurs compétences et dont on a besoin et dont les futurs détenus auront besoin, dont l'organisation du milieu carcéral a besoin. Donc ça, c'est cette reconnaissance-là qui est extrêmement importante. Et puis la première question sur les profils, l'équipe, on est une petite dizaine avec tout profil, non, c'est pas que médecin, c'est volontairement aussi, on est clairement pas dans la substitution du droit commun, donc en aucun cas on fera une consultation. Les personnes qu'on a vues en entretien, même s'il y avait des psychologues peut-être dans l'équipe, en aucun cas c'est un suivi thérapeutique, on renforce les compétences pour que les personnes s'approprient le droit commun. Donc c'est plus ça les compétences des bénévoles. Si vous êtes à Nantes et que vous voulez être bénévole, n'hésitez pas. C'est la conclusion ou c'est ça, il faut arrêter ou je me rends pas compte. Ouais, c'était pas toute. Très rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur les sujets de santé qui ont été abordés par les personnes détenues et voilà, si vous pouvez faire une classification des plus importants, s'il vous plaît. Alors, plus importante, je ne sais pas, mais alors, il faut différencier les sujets qui ont été abordés dans les ateliers santé, où c'était vraiment par exemple, les maladies infectieuses, il y a eu l'alimentation, il y a eu le sommeil, récemment la tuberculose, là, il y en a un sur les médicaments, où là, c'est vraiment les personnels de santé qui viennent donner de l'information. Et après, sur les sujets de santé, mais plus larges, il y a eu, par exemple, la santé mentale, il y a eu l'organisation des soins pour aller à l'unité sanitaire, en revenir, enfin voilà, plus des choses sur l'organisation. Il y a eu des choses autour du stress, autour du vivre ensemble. Il y a eu la prescription des médicaments. Ça questionne beaucoup la prescription des médicaments sur finalement, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à la gestion du stress que les médicaments ? Est-ce qu'on peut discuter avec le médecin avant de prendre autant de médocs ? C'est vraiment revenu comme sujet extrêmement important et voilà, maintenant il s'agit d'en parler avec le SMPR et c'est aussi un peu compliqué parce que c'est pas remettre en cause une pratique, mais en tout cas un peu interroger des pratiques et les médecins, je le dis en étant un médecin du monde, donc j'ai pas de souci avec ça, mais c'est pas quelque chose d'habituel de remettre en question ce qu'apportent les médecins. Donc à un moment donné, c'est là où c'est extrêmement positif d'avoir pu construire ce projet en impliquant directement les médecins. On a la chance de travailler avec une équipe de médecins du SMPR et de l'UXA hyper partante et volontaire pour justement discuter avec les personnes détenues de toute cette organisation, de leurs difficultés aussi. Donc c'est quelque chose sûrement que mettra en avant Eric sur l'équipe qui constitue ce projet est certainement pour beaucoup dans le fait qu'il y ait des choses qui s'y passent. Et là, il faut arrêter là, c'est ça. Hein, ouais. Okay. Merci. Mais merci beaucoup parce que c'est agréable en fait d'avoir ces échanges. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci.